Combien y a-t-il de continents? 7, n'est-ce pas? C'est ce que votre institutrice de cours préparatoire a juré sur le globe. Mais et s'il y en avait 6 ou 8? Oui, 8? Voici l'Océanie. Vous avez entendu ce nom, mais est-ce juste une région sur la liste de votre VPN ou un vrai continent caché à la vue de tous? Découvrons-le. D'accord. Commençons d'abord par qu'est-ce que l'Océanie? La réponse simple, c'est un vaste ensemble d'îles dispersées à travers le Pacifique. Cela couvre près d'un tiers de la planète, de l'Asie aux Amériques. Si la Terre avait un centre isolé, ce serait ici. Cependant, l'Océanie inclut l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, Nouvelle-Guinée et plus de 10 000 îles. On la trouve rarement dans les manuels scolaires. Quand on évoque l'Océanie, on pense généralement aux îles, pas à l'Australie. Franchement, c'est facile à comprendre. La superficie terrestre de l'Océanie est de 35 millions de kilomètres carrés, dont 85% concentrés au même endroit. Ensuite, elle compte environ 45 millions d'habitants, dont 62% vivent tous au même endroit. Oui, je parle bien de l'Australie, ce continent dont on entend parler depuis la maternelle. 7 continents, fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Personne n'explique pourquoi il n'y a que 7 continents. La plupart des enseignants l'ignorent, sans doute eux-mêmes. Les cartes sont censées répondre à cette question. Et cette chaîne aussi, de rien. Alors d'où vient même l'idée d'un continent? Pour le découvrir, il faut remonter à l'âge du bronze, quand les Grecs sont partis à Troie. Franchir les Dardanelles, c'était quitter l'Europe pour l'Asie. Même si ce détroit ne fait que 6 km de large, le Bosphore fait moins d'1 kilomètre. Ce n'est pas exactement un autre monde. Les Grecs et Romains traçaient des lignes autour de la Méditerranée, la science moderne autour des plaques tectoniques. Devine qui a eu l'Océanie? Personne. La croûte de la planète est composée de 16 plaques géantes qui glissent, se heurtant les unes aux autres. Tout ça fait juste semblant d'être stable, un peu comme ma carrière. Alors maintenant, il y a une façon plus scientifique de définir un continent. Ce n'est plus une question de culture ou d'histoire, c'est la géologie. La limite d'un continent correspond à son plateau continental. Comme le dit National Geographic, un plateau continental est une zone en pente douce qui s'étend depuis la plage, loin dans l'océan. C'est une partie de l'océan et du continent. La Terre ne se soucie pas de nos cartes, elle construit simplement des plateaux et nous laisse nous disputer à leur sujet. La version géologique d'un couple après un passage chez IKEA. Regardez une carte tectonique. Les grandes plaques correspondent souvent aux continents que nous avons appris en cours préparatoire. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de plaque européenne, ni de plaque asiatique. Il n'y en a qu'une, la plaque eurasienne. Pourquoi l'Europe et l'Asie sont-elles encore vues comme deux continents distincts, séparés par la mer Égée et l'Oural? Eh bien, c'est surtout une question d'habitude. Quelques particularités historiques et un peu de fierté. Mais tout le monde n'y adhère pas. C'est pourquoi certains géographes affirment encore qu'il n'y a que 6 continents. Parfois, ces 6 continents distinguent encore l'Europe de l'Asie. D'autres regroupent l'Australie avec l'Asie. Et ma tête commence à me faire mal avec tout ça. Mais les continents ne concernent pas seulement la géographie, ils ne l'ont jamais été. L'Europe et l'Asie se trouvent sur la même plaque tectonique, mais nous les séparons toujours à l'Égée et à l'Oural, principalement pour des raisons culturelles. Pour être honnête, ces cultures syndicales sont distinctes, ayant eu des millénaires pour diverger. Le continent eurasiatique est vaste, offrant assez d'espace pour des millénaires de « je ne suis pas comme toi ». Alors, où exactement l'Océanie s'inscrit-elle dans tout cela? Les Européens ont construit la version du monde que nous utilisons encore aujourd'hui. À la fin des années 1700, James Cook cartographiait les confins et les îles inconnues de l'Océanie, inaccessibles à l'Europe. Ces voyages ont tout changé et se sont mal terminés. Hawaï ne l'a pas accueilli chaleureusement, et les cartes de Cook ont révélé un problème. Pendant des siècles, la science occidentale a cherché à diviser la planète en continents distincts. Des lignes nettes, des couleurs ordonnées, tout adapté à un globe de classe. Mais le Pacifique n'a pas respecté ce plan. C'est le chaos là-bas. Des milliers d'îles éparpillées sur un océan plus vaste que tous les continents, chacune ayant sa langue, sa culture et son histoire. Un véritable cauchemar pour les cartographes. Peut-on vraiment qualifier ces îles de continents? Tout dépend de l'interlocuteur. Même l'Organisation des Nations Unies ne parvient pas à s'accorder sur la définition de l'Océanie. Dans le géoschéma officiel, elle sert surtout de catégorie statistique fourre-tout, une manière polie de dire « autre ». L'Australie n'a pas sa case à elle. L'Organisation des Nations Unies l'inclut simplement dans l'Océanie,
appose l'étiquette et passe à autre chose. Qui a dit que la bureaucratie ne fonctionnait pas ? Faire ces classifications a l'air aussi amusant que de regarder en boucle la dernière saison de Game of Thrones. Le géoschéma est en réalité important, car il sert de base à de nombreuses données utilisées par les décideurs. Ces éléments déterminent par les budgets, l'aide et la répartition du gâteau. Ils façonnent aussi le commerce et l'investissement internationaux, les marchés des investisseurs, et même des économies entières. Ils utilisent tous des informations construites sur ce cadre. Donc oui, c'est ennuyeux, mais c'est important. Mais le géoschéma n'est pas le dernier mot sur l'Océanie, loin de là. Il y a un certain compromis en jeu. Maintien de la paix bureaucratique. À l'état pur, l'Océanie est un continent. Mais l'Australie en constitue la masse continentale. Ce qui semble un peu étrange après tout ce que vous venez d'entendre. C'est comme dire que le gâteau fait partie du glaçage. Alors, qu'est-ce que cela fait des îles ? Une région distincte, un minuscule continent, ou trop petite pour être prise en compte ? Peut-être qu'elles ne sont pas du tout un continent, juste une étiquette géopolitique, un terme fourre-tout culturel. Ou, soyons honnêtes, quelque chose qui n'existe que pour que les entreprises de VPN puissent se vanter d'avoir un drapeau de plus sur la liste. Si l'Europe et l'Asie peuvent rester séparées, même dans le système géographique de l'Organisation des Nations Unies, qui inclut tout sauf l'évier de la cuisine, pourquoi pas l'Océanie ? Pour démêler ce bazar, il faut regarder l'Australie. Avec 85% des terres et 62% de la population, c'est l'encre de l'Océanie, ou l'enfant trop grand pour la photo de famille. Et elle a des preuves, sa propre plaque tectonique, rien qu'à elle. Les Australiens appellent généralement leur continent Australie. C'est logique, elle a bien mérité ce titre. La 20e plus grande économie du monde, avec un produit intérieur brut d'environ 18 000 milliards de dollars. Pas mal pour 28 millions. Le produit intérieur brut par habitant dépasse 72 000 dollars, classant le pays 13e mondial devant le Royaume-Uni et proche de l'Allemagne. Selon certains critères, c'est parfois plus élevé. En 2021, l'Australie était 2e mondiale en richesse par adulte, après le Luxembourg. Ce qui, soyons honnêtes, est essentiellement un coffre-fort avec un drapeau. L'économie repose sur la terre et le feu, charbon, gaz, fer, or, agriculture, tout est exporté en masse. BHPST, la plus grande entreprise minière mondiale, spécialisée dans les matières premières. Tamborin Resources et Wesfarmers gèrent l'énergie et la distribution. Wesfarmers détient aussi Kmart et Target en Australie. La richesse de l'Australie n'est pas seulement enfouie sous terre. Une partie se trouve aussi dans l'allée 7. L'économie australienne va bien au-delà de l'exploitation minière. Contrairement à d'autres pays riches en ressources, elle a échappé à la malédiction des ressources. Elle a plutôt bâti une puissance financière et biotechnologique. Un pays qui a commencé avec des pioches et qui a fini avec des brevets. C'est aussi le visage mondial de la région, ce voisin célèbre connu de tous. Avant la pandémie, près de 95 millions de touristes venaient en chaque année. Plages, récifs, kangourous, toute la carte postale. Pendant ce temps, la plupart de ses voisins figuraient à peine sur la brochure. La Nouvelle-Zélande est à la page 13 lançant un regard noir. L'Australie est un endroit génial où vivre, à condition de survivre. Tout veut te mordre, te piquer ou te manger. Je n'ai même pas encore parlé du moment où l'Australie montre sa vraie puissance. Certaines nations insulaires d'Océanie n'ont même pas leur propre monnaie. Trop compliqué. Elles utilisent donc le dollar australien. Kiribati, Nauru, Tuvalu ont tous décidé qu'il était plus simple de laisser le voisin gérer le portefeuille, comme emprunter du sucre. Mais pour l'économie, l'Australie représente encore plus dans l'économie de l'Océanie qu'en superficie ou en population. 85% du produit intérieur brut de l'Océanie. Alors, l'Australie est-elle l'encre de l'Océanie ? Oui. Est-ce que cela éclipse les plus petits pays comme Fidji, Samoa et Kiribati ? Absolument. Ce que veut l'Australie définit généralement l'Océanie tant qu'elle fait partie du groupe. Point final. L'équation est encore plus défavorable aux petites îles. Je n'ai même pas mentionné les autres grands acteurs. La Nouvelle-Zélande se trouve à environ 1000 miles, perchée un peu maladroitement entre les plaques australiennes et pacifiques. Ce n'est pas l'endroit le plus reposant. La dérive des continents a des projets, mais ils sont sur le très long terme. Pour l'instant, cependant, c'est un autre joli coin de l'Océanie. Environ 53 millions de personnes l'appellent chez eux. Elle n'est qu'au 121e rang mondial, mais selon les critères de l'Océanie, c'est presque une métropole. L'économie néo-zélandaise, plus modeste que celle de l'Australie, demeure prospère mais à moins d'impact mondial. La vie là-bas est très agréable. Le pays s'est enrichi grâce aux vaches et aux arbres,
mais il a beaucoup évolué depuis. Ce qui n'était autrefois que des pâturages et des scieries comprend désormais l'industrie manufacturière avancée, la technologie et les services. Dans une nouvelle qui ne surprendra absolument personne, la Nouvelle-Zélande revendique presque tout en Océanie que l'Australie ne possède pas, soit 12% du produit intérieur brut de la région. Tout leur appartient. Le reste. Imaginez de la petite monnaie éparpillée dans une piscine. Revenons à la plaque australienne. Si vous pensiez que la carte avait du sens jusqu'à présent, vous allez être déçus. Voici la Nouvelle-Guinée, divisée en deux. À l'ouest, l'Indonésie, ancienne colonie néerlandaise. À l'est. Oui, celle-ci est plus compliquée. La moitié nord appartenait autrefois à l'Allemagne. La moitié sud, c'était celle de la Grande-Bretagne. Puis l'Allemagne a décidé de se battre contre tout le monde, la première fois en tout cas. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Australie est repartie avec l'Est. Puis la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Le Japon a envahi, a perdu, et l'histoire s'est répétée. 4 ans de plus à vivre pareil, puis en 1949, l'Indonésie a obtenu son indépendance des Néerlandais. Mais une zone tenace a refusé de céder, la Nouvelle-Guinée occidentale que les Pays-Bas ont gardée. Pourquoi ce manque d'engagement ? Non, la Nouvelle-Guinée n'était pas comme le reste des anciennes Indes néerlandaises. Une culture et un peuple mélanésien, différents, pas malais. Alors les Néerlandais sont restés, disant qu'ils la préparaient à l'indépendance. Bien sûr, ça n'a pas plu à Sukarno, le premier président de l'Indonésie. Il a décrété que tous les anciens territoires néerlandais étaient désormais à lui, et a donc déclenché une guerre en 1962. Les États-Unis n'étaient pas ravis. Washington est intervenu comme un parent fatigué et a dit à tout le monde de bien se comporter. Le résultat ? Accord de New York. Les Néerlandais céderaient la Nouvelle-Guinée occidentale à l'Organisation des Nations Unies pour 6 ans. Ensuite, les habitants voteraient indépendance ou intégration à l'Indonésie. Simple. Eh bien, sur le papier en tout cas, l'armée indonésienne a choisi environ 1 millier de personnes pour voter. Si voter signifiait faire ce qu'on vous dit, chacun d'entre eux a dit oui pour rejoindre l'Indonésie. Approbation. Ces chiffres ne se voient que dans les dictatures ou les pubs de shampoings antipelliculaires. C'est toujours contesté. Mais comme la plupart des vieilles rancunes géopolitiques, cela a été balayé sous le tapis. Mais désormais, le tapis s'est si bosselé qu'il fait trébucher tout le monde. Cette particularité fait que la moitié de la Nouvelle-Guinée est considérée comme indonésienne, donc asiatique. L'autre moitié, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, fait partie de l'Océanie. C'est comme partager un compte Netflix en prétendant avoir 2 foyers différents, mais à l'échelle continentale. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a plus de 11 millions d'habitants, soit davantage que la Nouvelle-Zélande, mais son économie reste très petite en comparaison. Le pays vit surtout de ce qu'il extrait ou abat. Mines, forages, bois. Si ça sort de terre, ça fait partie du produit intérieur brut. Le pétrole, le gaz et l'or dominent, suivi du cuivre, du nickel, de l'huile de palme, du bois et du café. Malgré toute cette richesse naturelle, la plupart des gens n'en voient que très peu. C'est l'histoire classique, riche en ressources, pauvre en retombées. Un contraste frappant avec ses voisins du Pacifique plus riches, qui ont au moins pu garder quelques-unes des choses brillantes qu'ils ont extraites du sol. La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait figure d'exception. En ce qui concerne les tendances mondiales, le reste du monde se dirige vers les villes. Mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme les hipsters de Williamsburg, reste à l'ancienne, faisant comme si le monde moderne n'était qu'une mode passagère. En 2023 seulement, environ 14% de sa population vivait en ville. La plupart d'entre eux vivent à Port Moresby, une capitale de 70 000 habitants, un endroit où les immeubles de bureaux et les rues non goudronnées coexistent maladroitement côte à côte. Bien que le pays se soit bâti sur l'exploitation minière, l'entreprise la plus précieuse de Papouasie-Nouvelle-Guinée appartient au secteur financier, non minier. D'une façon ou d'une autre, les banques ont dépassé la ruée vers l'or ainsi que les sociétés minières et industrielles. Maintenant, place à la grande révélation. L'économie de l'Océanie en dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, c'est pratiquement seulement la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui représente 16% du produit intérieur brut de la région. Le reste, c'est du bruit de fond. L'Australie est la meilleure élève de la classe. Les autres attendent encore la récréation. C'est sans doute pourquoi il est facile de distinguer l'Europe et l'Asie comme continents. Est-ce scientifiquement logique ? Non, mais culturellement, économiquement, je suis partant. 2 civilisations. Des milliers d'années à construire, commercer, et parfois à se mettre le feu l'une à l'autre. Mais plus important encore, l'argent parle. En 2024, l'Europe représentait 2447% du produit intérieur brut mondial,
L'Asie, 3647%. Quand vous détenez plus de la moitié de l'argent mondial, c'est vous qui tracez la carte. Littéralement, l'Océanie, cependant, seulement 182% du produit intérieur brut mondial. Même si l'Australie fait tout le travail, être loin des regards, c'est aussi être loin des esprits. Mauvaise nouvelle pour les pays en déclin économique, parfois même au sens propre. Tuvalu est surtout connu pour son domaine internet. Télévision. Cela ne signifie pas télévision. C'est une simple coïncidence cosmique devenue modèle économique. Le pays perçoit un revenu régulier grâce à la vente de domaines. Télévision. On ne peut cependant pas leur reprocher tous les streamers agaçants. C'est l'une de ses principales sources de revenus. Comme un fonds national de réserve ou la pêche. Près de la moitié de la population travaille dans l'industrie de la pêche, puisant dans des eaux regorgeant de près de 200 espèces. Le reste, c'est surtout des noix de coco et de la créativité. Parce qu'en dehors de ça, Tuvalu n'a pas beaucoup de ressources naturelles. C'est pourquoi cela ne représente que 0,003% de l'économie totale de l'Océanie. Au-dessus, Nauru avec 0,008%. Même si au-dessus est peut-être flatteur, son parcours vers le profit n'est pas un succès, mais un avertissement. Nauru s'appelait jadis l'île agréable, un nom qui lui convenait bien. Un minuscule point dans le Pacifique, posé sur une montagne de phosphate très ancienne. Du caca d'oiseau, mais il contenait de l'or. Nauru est devenue l'une des nations les plus riches de la planète, avec un produit intérieur brut par habitant dans les années 60 d'environ 50 000 $, juste derrière l'Arabie Saoudite. Pas mal pour un lieu qu'on traverse à pied en un après-midi. Puis tout a changé. Il n'y en avait plus. L'argent a suivi. Dans les années 1990, Nauru est passé de millionnaire à ruiné en un temps record. Ressources épuisables. Actuellement, le produit intérieur brut par habitant est d'environ 11 000 $. Après des décennies de fêtes à Las Vegas, la gueule de bois économique frappe. Désespéré, Nauru se montre créatif pour obtenir de l'argent. Vous avez 100 000 $ de côté ? Félicitations. Vous êtes maintenant le Norvégien de Nauru. Un citoyen. Vous êtes un citoyen. Avant cela, elle faisait office de paradis fiscal et de plaque tournante du blanchiment d'argent. Beau boulot si on peut l'obtenir. Pendant un temps, ça a marché. Puis les États-Unis s'en sont aperçus. Sanctions. Fin de la partie. Mais Nauru a un problème. Le phosphate c'est parti, l'argent aussi, mais l'océan, lui, est toujours là. Depuis 1992, le niveau de la mer a monté d'environ 10 cm et l'augmentation s'accélère. Environ 0,4 cm par an, soit le double des années 1990. La NASA estime que les côtes américaines pourraient gagner 25 à 30 cm d'ici 2050. D'ici 2100, entre 28 et 53 cm. Pour beaucoup, ce n'est qu'une statistique. Pour Nauru, c'est une échéance. L'île se trouve à peine au-dessus du niveau de la mer, et la marée ne se soucie ni de l'indépendance, ni du produit intérieur brut, ni de l'histoire. Tous ne feront pas face à la montée des eaux de la même façon. Les pays riches bâtiront des murs. Les autres devront apprendre à nager. Les pays riches comme les États-Unis peuvent investir des milliards dans des digues, des pompes et la résilience climatique. Les îles d'Océanie, elles ont droit à des conférences de presse et à des tweets de sympathie. Nauru vend sa citoyenneté, finançant les canaux de sauvetage avant que le navire ne sombre. Tuvalu n'a même pas ce luxe. Tout le pays s'élève à peine à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les habitants racontent des histoires où l'océan engloutit des arbres qui se trouvaient autrefois à l'intérieur des terres. Ce ne sont pas des vagues, c'est l'océan lui-même qui avance comme s'il était chez lui. Il n'y a qu'environ 10 000 personnes qui y vivent, la plupart regroupées autour de la capitale, Funafuti. La moitié pourrait bientôt disparaître. Le domaine télévision peut certes rapporter de l'argent, mais on ne peut pas diffuser en streaming pour échapper à l'océan. Construire une défense contre les inondations comme le MOSC de Venise, à 75 milliards de $ est impossible. Toute l'économie de Tuvalu, en 2023, était de 63 millions de $. C'est le coût d'un film Netflix à budget moyen sur le changement climatique, et c'est là que ça compte. La raison pour laquelle tout ce débat sur l'Océanie est-elle un continent a vraiment de l'importance. À moins de s'appeler Australie, Nouvelle-Zélande ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est difficile d'attirer l'attention de quelqu'un. Mais Tuvalu a un atout dans sa manche. Et non, ce n'est pas un marathon Twitch. C'est le roi Charles III, le gars, dont le visage est sur les billets, les timbres et parfois à la une des scandales royaux. Tuvalu le reconnaît toujours comme monarque.
Et c'est un peu comme avoir un ami avec des avantages. Tuvalu a signé un accord, pas un plan de sauvetage financier, mais un vrai sauvetage. Un nouvel accord permet à 280 Tuvaluans par an de s'installer définitivement en Australie. Un canot de sauvetage climatique avec un visa à la clé. Et c'est populaire. Plus de 8700 personnes se sont déjà inscrites, soit plus de 80% de toute la population. Si le niveau de la mer continue de monter, Tuvalu pourrait devenir le premier pays de l'histoire à changer de continent. Une nation sans frontières, sans terre. Pourtant, l'Océanie s'est simplement déplacée un peu. Ça paraît triste bien sûr, mais la plupart des pays d'Océanie n'ont même pas ce luxe. Quand le reste du monde s'y intéresse, c'est souvent avec une caméra et une brochure touristique. Pour beaucoup, la région n'est pas un foyer. C'est juste un sujet de vantardise sur les réseaux sociaux. Et ce genre d'invisibilité, ça compte. Cela a rendu ces îles faciles à exploiter. Le laboratoire parfait pour les expériences de quelqu'un d'autre. Même par des pays qui aimaient parler de liberté et d'anticolonialisme. Je te regarde, États-Unis. Les îles Marshall se situent à mi-chemin, entre Hawaï et l'Australie, au cœur du plus grand océan du monde. Elles ne représentent que 0,01% du produit intérieur brut de l'Océanie. Pas de pétrole, pas d'or, aucun levier. Ce qui veut dire qu'ils ont eu autre chose à la place, du genre qui vient avec un site de radiation. Qualifier l'Océanie de continent n'est pas qu'une question de sémantique. Voici pourquoi c'est important. Regardez cet atoll. C'est celui qui a donné son nom à un vêtement de plage très apprécié. Mais aujourd'hui, il est surtout connu pour quelque chose de bien plus bruyant, bien plus lumineux et infiniment plus radioactif. En 1946, le président Truman a choisi l'atoll de Bikini pour tester une bombe nucléaire. Isolé, peu peuplé, facile à ignorer, des critères parfaits pour faire exploser des choses. De 1946 à 1958, les États-Unis ont réalisé 23 essais nucléaires. Mais ce n'était que l'ouverture. À travers les îles Marshall, il y a eu 67 essais au total. Voilà ce qui arrive quand personne ne surveille la carte. Les essais ont rendu Bikini inhabitable. Les États-Unis ont affirmé que l'endroit était sûr à la fin des années 1960-1970, mais ce n'était pas vrai. Les gens sont revenus et sont tombés malades, avec des malformations. En 1978, des scientifiques ont trouvé du strontium dans l'eau, du césium-137 dans le corps et du plutonium dans la taille des gens. C'était l'expérience de chimie la plus tragique du monde. Aujourd'hui, les atolls ressemblent au propre Tchernobyl de l'Océanie. Si Tchernobyl avait de plus belles plages. Une flotte fantôme repose toujours sous le lagon. Les touristes y plongent encore. C'est considéré comme sûr, tant que vous n'y restez pas assez longtemps pour devenir fluorescent. Pour les grandes puissances mondiales, les essais nucléaires n'étaient que des chiffres. Puissance des explosions, ondes de choc, points de données dans la plus grande foire scientifique de la guerre froide. Pour les habitants des îles, c'était la fin. Maisons détruites, nourriture toxique, générations marquées par les conséquences. Dans les années 1980, les îles Marshall ont créé le tribunal des réclamations nucléaires. Il était censé rendre justice, ou au moins fournir une preuve. Ça a commencé avec 59 millions de dollars, une somme dérisoire pour les États-Unis. Plus tard, le tribunal a statué que les États-Unis devaient 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Le Congrès a dit « Le chèque est dans le courrier ». La poste américaine doit vraiment être lente. Comparons cela à l'Australie. Immense vide, quelques kangourous. 95% du territoire est soit très peu habité, soit totalement désert. 85%. Des Australiens vivent à moins de 50 km de la côte. Donc, pas un mauvais endroit pour tester des armes nucléaires, non ? Grands espaces, beaucoup de sable, peu de témoins. Les Britanniques ont partagé en cet avis. De 1952 à 1963, ils ont réalisé 12 essais nucléaires. Maralinga, Hills Montebello, Emufield, choisissez votre désert, votre bombe. Le peuple Maralinga Tarutia a été contraint de quitter ses terres ancestrales. Pourquoi modifier une habitude de toujours, Grande-Bretagne ? C'est ici que l'histoire bascule. Les Maralinga Tarutia ont récupéré leurs terres en 2009. Pourquoi cette reconnaissance ? Quand vous êtes un continent, vous obtenez des équipes de nettoyage, des compensations et une couverture médiatique. Quand vous êtes une île, vous subissez les retombées. En 1957, la moitié du pays en avait assez. Le gouvernement a paniqué, des équipes de nettoyage sont arrivées. Aujourd'hui, Maralinga est en grande partie rouverte, que ce soit pour la chasse ou l'exploitation minière. Mais ne construisez pas votre maison de rêve là-bas.
le site d'essai de Taranaki brille encore comme une veilleuse. C'est l'avantage d'être un continent. On obtient une couverture médiatique et parfois des excuses. Les habitants du Pacifique veulent qu'on considère l'Océanie comme bien plus que l'Australie et quelques îles. La visibilité compte. C'est la différence entre des excuses et un oubli, entre être sur la carte et n'être qu'un point dans l'océan. Alors, qu'est-ce que l'Océanie ? Un continent, une culture, ou simplement la pièce manquante du monde ? Cela dépend à qui vous demandez, cela dépend de qui regarde. C'est à la fois le problème et la beauté. Merci de m'avoir rejoint, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, à la prochaine sur ma PAC.